Mais là, on pense que 2025 est l'année où, pour la première fois donc depuis 2021, les small et mid vont à nouveau avoir collectivement plus de croissance et de résultats que les larges. En fait, ce que les gens cherchent avant tout, c'est de la croissance. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental et par définition, les petites valeurs, par définition, on dit que la petite deviendra grande. Et d'ailleurs, il y a toujours une espèce de malédiction sur les sociétés qui arrivent au CAC 40 qui sont des anciennes small et mid cap. Moi, j'ai commencé en tant que stagiaire, les publications, les comptes, on allait les chercher au ballot, c'est-à-dire au bulletin d'annonce légal. On était très loin, même pas de l'IA et Ouais, c'était très loin de très loin de tout ça. Et aujourd'hui, là, en fait, l'information, elle est partout. Le vrai sujet du gérant, c'est on croit que c'est ici, mais c'est beaucoup ici. Ouais. C'est les tripes, en fait. C'est être capable d'assumer ses choix. Donc, la gestion, c'est beaucoup de conviction et pas de certitude. Le risque, comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire de vous retrouver qu'avec les gens qui sont d'accord avec vous. Ouais. Donc, et ça vous aide pas. C'est du renforcement. Donc, vous allez vous renforcer auprès des gens qui pensent comme vous. Et l'esprit humain est pas fait pour concevoir l'exponentiel. Donc, la croissance qui dépasse le linéaire. Et on est un peu là-dedans. Il y a un moment, on aura un plateau, mais là, on n'y est pas. Donc, on est dans une révolution industrielle incroyable. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que tu affectionnes particulièrement, les small et mid cap. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose peut-être de faire un petit peu un point sur les marchés financiers en 2025. Alors, les marchés financiers en 2025, ça a été une année... très varié. Ça a été une année en plusieurs périodes, mais globalement en hausse. Mais ça a surtout été l'année, encore une fois, de l'intelligence artificielle aux États-Unis. En Europe, ça a été l'année des financières et de la défense en performance. Et dans les deux cas, je dirais que ce qu'on doit retenir en tant qu'investisseur, c'est que c'était une année en fait qui a été marquée par des très fortes hausses, mais sur peu de secteurs en réalité. C'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui. En cette fin d'année, on commence déjà à réfléchir pour 2026 en se disant, en réalité, certes, les marchés ont monté, mais ont monté sur peu de sujets. Et ce qui veut dire que, par définition, il y en a beaucoup qui n'ont pas marché. Donc, en réalité, ça laisse de la place pour l'année prochaine, parce qu'il y a plein de segments qui n'ont pas forcément démérité et qui n'ont pas fonctionné en bourse. Et une des raisons pour laquelle ça a été le cas, c'est qu'en fait, on le voit sur les indices, les marchés sont de plus en plus indiciels, de plus en plus algorithmés et concentrés. Et très concentrés. D'ailleurs, la concentration sur le S&P n'a jamais été aussi forte. Les 7 magnifiques, je crois que c'est 30 à 35% du S&P. Les 10 plus grosses capitalisations boursières mondiales, c'est 20 à 22% de la market cap globale. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Donc, je crois qu'au mois de septembre, je n'ai pas la stat pour octobre, au mois de septembre, le Russell 1000 a monté de 3,8%. Les 9 boîtes américaines de plus de 1000 milliards de capitalisation ont monté collectivement de quasiment 9%. Et les 991 autres ont monté de 0,1%. Donc en réalité, quand on regarde les marchés et les indices, on a une vision assez décalée de la réalité. Et moi, c'est vraiment un élément que j'ai envie de donner aux gens qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, méfiez-vous des indices, ça ne correspond pas forcément à une réalité diffuse. Petit aparté dans l'épisode du jour pour vous parler d'Aurea Wealth Management. Aurea, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs problématiques. Placement financier, immobilier, accompagnement juridique fiscal et successoral, transactions immobilières et courtage en financement. Chez Aurea, nous mobilisons notre réseau d'experts, qu'il s'agisse de notaires, d'avocats, d'experts comptables, de banquiers d'affaires, afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets de vie. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire de confiance, capable de coordonner l'ensemble de votre stratégie patrimoniale, nous serons ravis de vous accompagner. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien pour échanger davantage sur vos projets. Parenthèse terminée, à présent, revenons à l'épisode du jour. Ok. Et à présent, si on fait un zoom sur un secteur que tu affectionnes particulièrement, les small et mid cap, est-ce que déjà tu peux un petit peu expliquer aux spectateurs de quelle capitalisation on parle en termes de taille ? Alors, la capitalisation, elle dépend un peu de la zone géographique. Aux États-Unis, une small cap, c'est 10 milliards de capitalisation boursière. Nous, on a un fonds, notre fonds micro small cap, il est aujourd'hui aux alentours de 1 milliard d'euros de capitalisation, mais on a dans le portefeuille des sociétés qui font moins de 100 millions. Okay. Donc en réalité, c'est des mondes complètement à part. Et c'est une classe d'actifs qui, sur longue période, a toujours surperformé, assez massivement d'ailleurs, parce qu'il y a plus de croissance, sauf depuis 2022. 2022, 2023, 2024 ont été des périodes de sous-performance de boursière des small et mid cap.
en Europe et notamment en France, c'était des périodes de décollecte. C'est-à-dire que les gens qui collectivement géraient cet argent ont vu leur argent à gérer baisser, hein, parce qu'il y a eu des sorties, tout simplement. Et tu l'expliques avec la hausse des taux notamment ? Il y a eu la hausse des taux, oui, parce qu'en fait, la hausse des taux et un autre élément, c'est que factuellement, à partir de 2022, collectivement, les small et mid cap ont fait moins de croissance de résultats et de chiffre d'affaires que les larges. Donc, en fait, il y avait moins d'intérêt à être présent sur cette classe d'actifs qui est moins liquide par définition, parce que vous aviez moyen d'intervenir sur des sociétés globales. Hein. Je donne toujours l'exemple de Schneider. Vous voulez jouer l'électrification du monde, vous le jouiez via Schneider. Vous avez une boîte très bien gérée, très liquide, et qui avait de la croissance de façon très visible et très forte. Donc, ce qui veut dire que l'intérêt d'aller sur des sociétés plus petites et apparemment plus complexes était moins réel. Mais là, on pense que 2025 est l'année où, pour la première fois donc depuis 2021, les small et mid vont à nouveau avoir collectivement plus de croissance et de résultats que les larges. Ok, parce que c'est justement ce que j'allais te demander. Quels sont selon toi les avantages de s'exposer au small cap, par exemple, par rapport au large cap ? Même si l'idée, c'est de s'exposer aux deux. Mais... S'exposer aux deux, donc je ne veux pas opposer l'un par rapport à l'autre en réalité, parce que c'est complémentaire. C'est complémentaire et vous ne parlez pas de la même chose. Après, ça ne se gère pas pareil non plus. Même si la vraie différence qu'on observe aujourd'hui en tant que gérant par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'avant, vous aviez Moi, mon credo, c'est de dire être une bonne idée, un bon management, un bon secteur, tu y allais et puis tu n'avais peut-être pas raison tout de suite, mais ce n'était pas grave. Tu allais gagner de l'argent si tu ne te trompais pas. Et dans le pire des cas, si tu étais là un peu trop tôt, il y avait un coup d'opportunité évidemment, mais c'était tout. Aujourd'hui, comme le marché est devenu très momentum, c'est-à-dire qu'il achète ce qui monte et les tendances sont vraiment ton ami, si tu te trompes de timing, tu peux perdre 50% sur une boîte parce qu'il y a beaucoup moins de force de rappel. Déjà, il y a moins d'intervenants qu'avant, il y a moins d'acteurs. Donc l'arbitrage est moins clair. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si cette classe d'actifs reprend un peu des lettres de noblesse et que les gens s'y intéressent à nouveau, on a vraiment des opportunités assez fortes. Hein. Et puis surtout, c'est une des rares classes d'actifs qui n'est pas chère, qui n'est vraiment pas chère. Et il y a un autre mystère donc, par rapport au large cap, c'est par rapport notamment au private equity, donc qui aujourd'hui est un peu la classe d'actifs reine. Aujourd'hui, tout le monde a envie de faire ça. Et d'ailleurs, même les pouvoirs publics incitent les particuliers à investir en private equity et pas forcément en bourse. C'est que les small cap cotés sont en réalité beaucoup moins chers que les valeurs qu'on peut observer qui sont achetées par le private equity, de façon assez nette. On parle de décote pour les small cap cotés versus le private equity en PME, de peut-être 40-50%, voire plus parfois. Ce qui, pour moi, me paraît assez mystérieux. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de fonds de private equity qui viennent faire leur shopping un peu en bourse. Et d'ailleurs, avec des très belles primes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la vraie value, elle est dans la small et mid coté en Europe. Après, il faut une dimension européenne. Ce n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années où le marché français, c'est lui qui nous intéresse en tant que... On a le Valois. C'était un marché très riche. On est un des marchés small et mid cap les plus diversifiés en termes d'industrie, en termes de profondeur. Donc, c'était un marché qui, en tant que tel, pouvait être autosuffisant quand on descend des petits en capitalisation boursière. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque pays. Et déjà, c'est comme ça que les investisseurs l'analysent. D'ailleurs, tous les fonds small mid européens, généralement, la France, dans les indices small cap européens, c'est à peu près 20%. Donc, à partir du moment où vous avez plus que ça dans votre portefeuille, vous êtes surexposé à la France. Et aujourd'hui, comme on est un peu sous la dictature des indices, ce sont des choix. Et il y a en réalité un vrai impact en allocation géographique, parce qu'il y a des années qui sont plus bénéfiques à l'Italie, d'autres qui sont plus bénéfiques aux pays scandinaves. Donc, il faut être capable, quand on fait la gestion small et mid aujourd'hui, d'avoir une vraie diversité dans le portefeuille. Ça veut dire avoir des équipes aussi. C'est le cas chez mon ancien Bevel, qui est capable d'aller voir les sociétés sur place
à travers toute l'Europe. Donc c'est un métier qui est passionnant quand vous êtes gérant d'ailleurs, parce que vous passez votre temps à avoir des sociétés différentes, que ce soit en industrie et en pays. Ok. Et justement, tu parlais de la prime de performance sur les small caps. Selon toi, d'où provient-elle? De quel facteur? En fait, la réalité, on parle toujours de croissance, value. La réalité, c'est qu'en fait, quand une société de croissance, notamment, commence à mal marcher en bourse, c'est qu'elle fait le moins de croissance. Ouais. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que sur longue période, en fait, ce que les gens cherchent avant tout, c'est de la croissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et par définition, les petites valeurs, par définition, on dit que la petite deviendra grande. Et d'ailleurs, il y a toujours une espèce de malédiction sur les sociétés qui arrivent au CAC 40, qui sont des anciennes small et mid cap. Elles ont du mal à faire la transition. Ils ont du mal. C'est pas qu'elles ont du mal, c'est qu'elles arrivent à une période où c'est plus dur, quoi. La pesanteur, ça, on la connaît en bourse. On la connaît en bourse, et c'est un peu un des sujets qui peut exister. Et c'est le vrai sujet, par exemple, sur les grosses, les Nvidia et les grosses boîtes de la tech. Se dire à quel moment cette croissance va commencer à diminuer. Et ça, c'est pas un problème de fondamentaux liés de ce que l'IA, c'est une bulle ou pas une bulle. C'est juste à la fin, les chiffres sont têtus. Ouais. Et il y a l'inertie. Quand vous faites constamment X% de croissance sur X%, c'est comme le PIB chinois. Il y a un moment, ça fait plus 10% de croissance du PIB parce que les maths font que la masse de PIB à créer chaque année pour faire de la croissance, elle est grosse, quoi. Ouais, et c'est vrai pour c'est vrai pour le société. Donc effectivement, et puis surtout, ce qui est assez excitant, en fait, on se rend compte, moi, une de nos meilleures histoires en tant qu'investisseur, c'est une société lyonnaise qui s'appelait Esker, enfin qui s'appelle toujours Esker, qui est sortie de bourse récemment. Nous, on en avait acheté au début d'Arbevel à 2,50 €. L'OPA a eu à plus de 250. Donc ça fait beaucoup en 15 ans, 14 ans. C'était à l'origine d'une boîte d'une société de logiciels pour les serveurs de fax et puis après pour la digitalisation de factures. Donc il y a pas mal d'abord, on dit que c'est pour le marché français, puis pour le marché européen, puis pour le marché américain. Et puis on est passé de la digitalisation de factures à plein d'autres services aux mêmes clients. C'est l'avantage des logiciels. Vous pouvez augmenter votre nombre de services, et avec le logiciel, il ne faut pas embaucher forcément des centaines de personnes. Beaucoup plus de leviers. Il y a beaucoup de leviers, et puis surtout, il y a une croissance organique liée au fait que vous êtes capable de faire plus de choses pour plus de clients, et donc plus de croissance. Et c'est pour ça, je dirais que c'est la croissance avant tout, pour moi, le moteur de performance de ce genre de société. Et surtout, c'est le génie créatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans les services, dans l'industrie, dans à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça qui est fascinant, en fait. Donc, quand vous êtes gérant, dans votre portefeuille, vous allez avoir commencer la matinée avec une medtech, continuer avec une société qui fait syndic, et une autre après qui fait de l'industrie, et après du service, et à la fin du logiciel. Enfin, vous pouvez, lors d'une conférence, en fait, rencontrer, vous pouvez voir 6 à 7 sociétés, voire 8 sociétés par jour, sur des secteurs complètement différents. Donc, ça demande... C'est passionnant comme... Ah bah, c'est passionnant. Et puis après, sauf qu'à la fin, en réalité, le juge de paix, en tout cas, c'est notre... Enfin, souvent, quand on se trompe souvent sur le management, en fait. Ouais. En réalité, c'est pas... Et les pires erreurs qu'on peut faire, c'est quand on intellectualise, on dit, tiens, j'ai envie d'investir dans cette boîte parce que j'ai vraiment envie d'être présente sur ce secteur-là. Ok, donc faut éviter ces biais-là. En fait, vous pouvez, ça peut correspondre à ce que vous avez envie d'avoir, mais si vous trompez de management, vous le paierez à un moment ou à un autre. Et ça, c'est une erreur fréquente, vraiment, se tromper de management. Quand tu dis se tromper de management, à quoi ça correspond? C'est pas forcément la bonne équipe pour mener ce projet? Oui, c'est la confiance, c'est tous ces sujets-là, ou bien... parce que nous, on fait du côté, donc on est minoritaire. Donc c'est la différence par rapport au private equity. Notamment, nous sommes des investisseurs minoritaires, très minoritaires, voire ultra minoritaires. Des fois, on peut avoir 0,000X% d'une société. Donc, on a accès aux informations publiques et on n'a absolument pas moyen de faire pression sur le management ou quoi que ce soit. Et des fois, on peut avoir que je dirais pas, on a de plus en plus d'informations. Et puis, la bourse aujourd'hui versus il y a 20 ans... est infiniment plus organisée. La gouvernance est quelque chose qui est fondamental, alors que ça l'était beaucoup moins il y a 25 ans.
l'aspect ESG a fait avancer beaucoup de choses aussi. L'accès à l'information. Moi, j'ai commencé en tant que stagiaire. Les publications, les comptes, on allait les chercher au BALO, c'est-à-dire au bulletin d'annonce légale. On était très loin même pas de l'IA et Ouais, c'était très loin de tout ça. très loin de tout ça. Et aujourd'hui, là, en fait, l'information, elle est partout. Après, c'est le filtre. C'est le filtre qui est le vrai sujet, la capacité à extraire la bonne. Mais l'info, elle est publique, vraiment de partout. C'est une grosse différence. Ouais. Alors justement, parce que tu parlais d'OPA tout à l'heure, donc d'offres publiques d'achat, on a vu beaucoup de vagues d'OPA dernièrement. Est-ce que quelque part, c'est pas le signe que les small caps sont sous-valorisés justement ? Bah si, mais c'était déjà le cas. C'est déjà le cas depuis 2-3 ans. En fait. Ouais. Le problème de la valorisation, c'est que c'est un sujet qui est un peu ambigu, dans le sens où ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire acheter une boîte parce qu'elle est pas chère, c'est pas forcément une bonne idée en tant qu'allocation. C'est-à-dire que, une fois encore, le temps. Donc, si c'est votre argent et que vous avez le temps et que vous n'en avez pas besoin, pourquoi pas ? Mais en réalité, dans la construction d'un fonds, on ne peut pas avoir que des sociétés comme ça parce que parfois, vous ne maîtrisez pas le timing du tout. Et dans les périodes un peu ou assez volatiles, où vous pouvez vous retrouver totalement à côté parce que le marché joue autre chose, en fait. Et dire que cette boîte n'est pas chère, c'est un peu s'auto-persuader qu'on n'a pas fait une connerie aussi. Ouais. Donc, c'est le gérant qui est à la rue sur une société, qui sous-performe. Il dit oui, mais soit elle n'est pas chère, soit elle est bien gérée, soit c'est un bon management. Et on se trouve plein de raisons pour s'auto-persuader qu'on n'a pas fait une bêtise. Donc la valorisation, évidemment, c'est un sujet central. Mais pour revenir à la question du départ sur est-ce qu'il faut faire des small et mid cap, c'est qu'au-delà, parce qu'il y a 1 an, c'était déjà pas cher, il y a 2 ans, c'était déjà pas cher en relatif. La différence aujourd'hui, c'est que c'est toujours pas cher, même si ça a remonté un peu en 2025, mais que les perspectives de croissance en relatif sont meilleures à nouveau que le reste, que accessoirement, là je parle des small et mid cap européennes, elles ont un spectre d'activité plus européen en moyenne que les large cap. Donc l'aspect souveraineté aussi est quelque chose qui est important. Donc il y a quelques éléments qui n'étaient pas forcément là il y a 2 ans, qui sont là aujourd'hui, qui fait que c'est un peu différent. Okay. Donc c'est ça. Mais la valo était déjà vraie. C'est déjà vrai. Le cas auparavant. C'est encore pire, mais c'était déjà le cas il y a 2 ans et c'est pas un élément suffisant en fait. Ok. Et quelque part, est-ce que cette prime de valorisation sur les small caps, est-ce que c'est pas également dû au fait qu'il y a moins d'analystes qui couvrent ce secteur ? Cette décote. Ouais, cette décote également. Ah bah si, évidemment, là il y a le sujet malheureux de la réglementation peu propice. Hein. Je parle de MiFID 2, de solvabilité 2, Ça, c'est la capacité des Européens à se créer. Quand c'est trop facile, il faut quand même créer des complexités, sinon c'est pas drôle. Donc dans les 2 cas, évidemment, Solvability 2, donc c'était le fait que les assureurs, depuis 2008, en théorie dérisquer leur bilan, avaient des contraintes de fonds propres très supérieures quand ils investissaient en actions. Ce qui fait que c'était des investisseurs de long terme qui étaient très présents dans les marchés, notamment à la baisse, qui le sont beaucoup moins, et les bilans la cote-part des actions chez les assureurs a énormément baissé depuis 2008, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, qui eux n'ont pas fait cette réglementation. Et MiFID, c'est toujours pareil, c'est que ça vient des Anglais, mais ils ne le sont pas trop appliqués à eux-mêmes. Et c'était le fait que ça fait beaucoup de mal à l'industrie du brokerage, donc des intermédiaires, qui étaient les gens qui permettaient de traiter les actions, mais aussi qui fournissaient la recherche. Et effectivement, la recherche sur les small et mid cap est, depuis 15 ans, en baisse permanente en termes d'acteurs et de nombre d'acteurs, en tout cas. Je ne dirais pas en qualité, parce que je n'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, le nombre d'acteurs a baissé. Les prix de transactions ont beaucoup baissé. Donc, en fait, ces gens-là ont vu leur rentabilité baisser. Donc, ça s'est beaucoup juniorisé. Et c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent vraiment de l'argent que sur le primaire, donc sur les placements, sur les IPO. Donc quand ça se fait pas trop, c'est un écosystème qui aujourd'hui
souffre. Et donc, il y a moins de recherche, et c'est un peu autoréalisateur. Hein. Donc, moins de recherche. Donc, quand il y a un bon analyste, on va plus le mettre sur les large caps que sur les small mid. Et donc, il y a eu un appauvrissement de cet écosystème. Donc, toute la partie de capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros a vu entre guillemets, sa couverture analyste baisser fondamentalement. Et il y a beaucoup de gérants dont le métier n'est pas d'être un peu comme Montpensier Arbevel et d'autres, d'aller vraiment connaître les sociétés, d'écrire de faire des modèles et de rentrer dans le détail. Eh ben, ils ne le font pas. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur capitalisation médiane de leur portefeuille qui a beaucoup monté. Et malheureusement, c'est devenu autoréalisateur. Ouais. C'est-à-dire que sur les dernières années, alors que nous, on pensait Arbevel et Arbevel avant tout seul, on a eu des très très bonnes performances pendant des années sur des capitalisations très basses. Parce qu'on allait y aller avant les autres, un peu en dehors des sentiers battus, et faire de la perf comme ça. Mais au fur et à mesure, et notamment depuis 2018, quand il y a eu de la décollecte, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vraie divergence de performance suivant la taille de capi. Mais ce n'était pas vrai forcément au niveau opérationnel, mais c'était vrai en termes de valorisation. Donc, le sweet spot a beaucoup monté. C'est-à-dire que les meilleurs fonds en performance sur 5 ans étaient des fonds qui avaient plus des capis aux alentours de 3-4 milliards, en fait. Okay, ouais. C'était vraiment ça qui était le... Donc, et d'ailleurs, et abusivement, on continue à appeler ça small. Donc, en fait, le problème des fonds small et mid-cap, c'est que vous mélangez des gens avec des fonds qui ont des capitalisations à 300 millions en médiane et d'autres qui ont des fonds à 5 milliards en médiane. Donc, on compare plus les mêmes choses. On compare pas du tout les mêmes choses. Donc, je comprends que le grand public, des fois, s'y perde un peu parce qu'en fait, on compare des gens qui n'interviennent pas sur les mêmes boîtes, en fait, en réalité. Ok. Jusqu'à présent, on a aussi parlé des avantages du coup, liés au secteur des small caps. On peut aussi parler des inconvénients. Il y en a quand même quelques-uns. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus ? L'inconvénient, il est... on l'a vu un peu avec le post-Covid, guerre en Ukraine. Ouais, la remontée des taux. C'est deux choses différentes. Moi, je parle d'abord au niveau opérationnel. Okay. Donc, on peut argumenter que c'est des sociétés qui sont plus petites, donc parfois moins mondialisées, parfois intermédiaires, donc qui peuvent subir un peu, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine et les conséquences sur la logistique, avec une moindre capacité à répercuter des problèmes opérationnels. Ça, c'est lié à la taille, en fait. C'est le désavantage de la taille, c'est-à-dire d'être moins diversifié, plus concentré, moins gros, moins de gras. Donc oui, donc ça, clairement, un peu plus risqué. Après, sur la partie baisse et hausse des taux, surtout aux États-Unis, parce que aux États-Unis, les small caps étaient plus endettés en taux variable. Donc il y avait un peu ce côté ce côté financier. Mais globalement, la cote, en tout cas, c'est dans lequel nous intervenions, nous, on avait en fait peu de boîtes, peu de sociétés vraiment endettées. Donc, c'est pas tant que ça, c'était plus en allocation d'actifs. Les stratégistes qui font l'allocation d'actifs étaient en fait, avec la hausse des taux, ont plutôt eu tendance à sortir ces sociétés de cette thématique de leurs allocations. Ouais. En disant en période de hausse des taux, on fait pas ce genre d'actifs, on va sur autre chose. C'est celle qui est la plus à risque quelque part, qui pourrait subir davantage la hausse des taux. Oui, mais comme les autres, opérationnellement, dans la réalité, en fait, c'est le monde merveilleux de la finance, c'est que des fois il y a des espèces d'adages et de choses qui se font qui correspondent pas forcément à la réalité opérationnelle. Mais c'est comme ça, je veux dire, on est de toute façon, on le sait, la performance d'un portefeuille, elle est avant tout liée à l'allocation du portefeuille, plus que dans ce qu'on appelle l'alpha, donc entre le fonds small A et le fonds small B. Pendant des années, faire de la perf, il fallait ni l'un ni l'autre, en fait. C'est comme entre BNP et SocGen, faut faire des banques. Mais même si les perfs sont un peu différentes. Mais la vraie performance, elle est sur l'allocation et pas sur sur ta conviction in fine, quoi. Et voilà. Ok. Du coup, on parle de small cap. Toi, donc, tu es directeur général chez Montpensier Arbevel. Oui. Est-ce que justement, tu peux parler un peu de ta philosophie d'investissement sur cette classe d'actifs ? Nous, on est des stock pickers, donc c'est-à-dire que nous, on fait ça à l'ancienne. On est un peu des besogneux qui, à l'ancienne, rencontrant les sociétés. Collectivement, on rencontre plus de 1000 sociétés. Enfin, en fait, plus de 1000 rencontres sociétés par an. Alors, ça paraît impressionnant, mais je disais dans des conférences, là, j'ai des gérants qui étaient à Londres pour une conférence sur le secteur de la santé,
qui est un secteur où personne, enfin pas personnellement, si personnellement oui, mais en tant que société de gestion, on est extrêmement positif sur ce secteur. On a un fonds qui est positionné là-dessus depuis pas mal d'années. Il me disait, je crois, qu'il a vu 14 sociétés hier. Ok. Donc, il y a des conférences où on a moyen de rencontrer beaucoup de sociétés dans la même journée. Donc, c'est pour ça que c'est très impressionnant. En fait, on fait plus de 1000 contacts sociétés par an. Donc, il y a ça. Il y a cet aspect rencontre, modèle, c'est-à-dire faire des modèles. Alors après, toujours pareil, un modèle sur une micro-small, faut le faire pour vraiment... En fait, on a besoin des fois de rentrer dans ce détail-là pour comprendre la mécanique de construction du chiffre d'affaires ou de construction des marges. Ça, c'est le travail d'analyste. C'est un peu la beauté de ce métier, c'est qu'en fait, un bon analyste ne fera pas forcément un bon gérant, parce que c'est deux métiers différents, mais c'est difficile de ne pas avoir un minimum de base analytique quand on fait de la gestion pour comprendre les mécanismes. Moi, je donne des cours à Sciences Po, ce que je dis souvent, c'est que les maths, il faut des règles de 3, donc ce qui est quand même un niveau assez moyen. Et par contre, comprendre la notion d'actualisation de flux, donc le temps. C'est-à-dire que un aujourd'hui vaut plus que un demain. Ouais. Voilà. Ouais, totalement. Donc voilà, mais à part ça, les bases sont assez faibles. Enfin, sont pas très compliquées. Mais par contre, c'est une mécanique et c'est là où l'expérience joue. C'est-à-dire que quand vous avez déjà vu une boîte de services informatiques, vous pouvez en voir une autre. Les questions, vous les avez un peu en tête. Tu comprends l'écosystème. Ouais. Comprendre l'écosystème. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est en fait faire les relations, faire les liens entre les événements. Aujourd'hui, on n'a pas d'automobile mais dans les fonds, mais quand vous aviez à chaque fois, dans la même conférence, vous pouviez voir à la fois un équipementier, un constructeur, quelqu'un qui fait des pneus ou quoi que ce soit, vous avez... qui est équipementier. Vous aviez une bonne idée de ce qui se passait dans l'industrie des voitures à travers le monde, en fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est des gens... Nous, c'est un peu notre métier. C'est de vraiment d'avoir des idées sur plein de secteurs, sur plein d'industries, et de les rencontrer. Et l'intelligence artificielle, c'est ça parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Nous, notre façon de voir l'intelligence artificielle, en tant que stock picker, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est de se dire qu'en réalité, c'est une tendance structurelle qui est extrêmement forte, mais que c'est plein de secteurs qui sont en réalité contribuent à ChatGPT. Ça part des terres rares pour les semi-conducteurs, aux semi-conducteurs, aux data centers évidemment, mais dans les data centers, il faut les refroidir, il faut les fournir en énergie. Et en fait, cette espèce de réflexion qui fait qu'en fait, vous tirez la plotte, qui fait que, alors c'est toujours l'adage, enfin la plaisanterie sur les pelles et les pioches, les pelles et les pioches à San Francisco. Mais en fait, là, c'est un peu pareil. Se dire que l'IA, c'est pas que Nvidia, c'est aussi, nous, on est actionnaire de Munters, qui est une boîte scandinave qui travaille sur le refroidissement, et notamment dans les data centers. Donc, vous voyez, c'est cette chaîne-là, ou bien Merlin Properties, qui est une foncière espagnole, qui a une activité dédiée aux foncières de la foncière de data center. Okay. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est tirer la plotte. Ouais, donc, tu t'exposes à cet écosystème. Voilà, et donc, l'avantage de ces... vous avez une tendance structurelle qui est là et qui va durer, et vous pouvez la jouer de multiples façons. Et d'ailleurs, c'était le jour où, en début d'année, quand il y a la news DeepSeek qui est tombée, donc qui était une fraude, pas une fraude, mais expliqué que ça leur a coûté 6 millions pour faire... c'est de l'intox. C'était une réponse des Chinois à Trump. Si tu peux juste recontextualiser pour les spectateurs par rapport à DeepSeek, en fait, c'était l'équivalent de ChatGPT OpenAI. Voilà, c'était en fait un Chinois, DeepSeek, qui a annoncé, je crois, en février ou mars de 2025, qu'en fait, ils avaient un modèle qui était du style aussi efficace que ChatGPT, mais qui avait coûté 6 millions, ce qui était n'importe quoi. Mais le marché avait réagi. Le marché avait réagi tout de suite. Et ce qui était intéressant, c'est que les Schneider, donc des sociétés qui font entre guillemets contribuent à l'écosystème de l'IA, qui contribuent parce qu'au niveau de leur convecteur électrique et ce genre de choses, ils contribuent à ça. En fait, ont baissé comme les boîtes de semi-conducteurs et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est tout un écosystème qui est en place et le marché se fait bien et est capable de se rendre compte de ça.
Et donc, ça avait baissé beaucoup cette journée-là. Et voilà, donc c'est ce qui prouve que d'ailleurs, c'est un des sujets, c'est un des problèmes aujourd'hui de la bourse, à mon avis, c'est que les banques américaines aujourd'hui fournissent ce qu'on appelle des paniers thématiques aux investisseurs institutionnels et voilà, qui permettent de jouer en fait une thématique donc via un panier de valeurs. Donc il y a le panier IA, il y a le panier loser de l'IA, il y avait le panier au moment du Covid, il y avait le panier stay at home donc pendant le confinement. Après les paniers retour à la liberté. Donc dans le stay at home, c'était des jeux vidéo, et après dans le retour à la liberté, c'était les pubs anglais. Donc vous voyez, donc il y a tout ce qui intellectuellement est intéressant, mais pour moi, ce qui crée un problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ce qui peut être très poussé une journée baisse d'autant 2 jours après, parce que la thématique de la journée. Et moi, en tant qu'analyse gérant fondamental, j'avoue que je suis moins. C'est plus dur, ça. Et c'est très momentum. Et ça, quand on gère de la gestion un peu fondamentale, on peut parfois se retrouver un peu en porte-à-faux. Et puis surtout, des fois, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que le marché décide que cette boîte est un loser de l'IA, et on se dit, bah non, pas forcément. Et voilà, et c'est là où c'est compliqué. C'est déjà, le problème, c'est que ça fait un peu de temps que je fais ça, quand on dit que le marché se trompe, tous ceux qui sont vraiment gourés ont commencé par dire que le marché se trompait, ils n'avaient rien compris. Il faut un peu avoir d'ego pour expliquer que le marché n'a rien compris. Donc déjà à chaque fois je dis putain, le marché comprend rien, je me dis bon, attends une seconde, c'est peut-être moi qui rate un truc. Est-ce que c'est moi qui ai raté un truc? Et en réalité souvent c'est ça. Non, dans les paniers thématiques, des fois il y a des sociétés qui ont été mises là un peu de façon abusive, notamment en 2000. Enfin, je crois que c'était Elis, qui est une société de nettoyage industriel, très très belle société, qui pour plein de raisons avait un bilan un peu leveragé, donc avec un peu de dette, mais qui était lié à l'activité, qui n'était pas un problème. Mais dans les paniers, je crois que c'était une banque américaine qui les avait mis dans les faibles bilans. Et chaque fois que les taux montaient, donc il y avait une décision Fed ou BCE qui faisait monter les taux, et ben la boîte était shortée par les paniers, en fait. Alors que l'activité faisait qu'en fait ils n'avaient pas de problème ils n'avaient pas de problème de bilan, parce qu'en fait leur investissement, si je n'importe, c'était des draps pour fournir aux hôtels et ainsi de suite, et que c'était rentabilisé tout de suite. C'est pas du capex comme le problème de l'IA aujourd'hui. C'est quand le marché s'interroge sur l'IA en disant il y a beaucoup de capex qui est dépensé. Est-ce que ces investissements porteront vraiment leurs fruits et seront rentabilisés un jour? C'est le problème de l'IA aujourd'hui, enfin que le marché se pose, qui est un problème légitime, évidemment, mais dans le cas d'Elis, ça l'était pas, parce que la rentabilité, elle était quasi immédiate. Donc le fait que le bilan soit apparemment endetté n'était pas un vrai problème. C'était une vision court-termiste, alors qu'à long terme, il n'y avait pas de sujet là-dessus, en fait. Il y a de la performance à aller chercher. Donc du coup, sauf que la société en souffrait boursièrement pas mal. Alors après, ça se rééquilibre. Mais quand vous connaissez bien la boîte, vous dites, mais c'est complètement débile. Vous voyez le DAF, il vous dit, ouais, effectivement, avant, quand on était indépendant, enfin, quand on n'était pas coté, on avait, entre guillemets, encore beaucoup plus de dettes et ça posait pas de problème. Et là, on n'arrête pas de nous dire, au même titre que c'était Neoen, qui était une société de renouvelables, que moi j'aimais beaucoup, qui a souffert à un moment parce qu'ils investissaient beaucoup, et le marché disait oui, mais ils investissent trop. Et le patron disait mais c'est complètement débile, parce qu'on a une visibilité sur nos investissements qui fait qu'on a intérêt, la valeur à long terme de la société augmente avec les investissements, donc c'est idiot que le marché nous dise. Donc en fait, et aujourd'hui, quand on fait l'investissement fondamental comme nous, il faut être capable de peser ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, et qu'en réalité, la bonne idée, ça marche vraiment quand c'est une bonne idée, bien sûr, mais qu'elle est entre guillemets en harmonie avec l'air du temps. Et ça, boursièrement, c'est un autre talent. Donc un très bon gérant, il doit être capable d'être en avance de phase, mais aussi il doit avoir le nez de savoir c'est le moment, c'est pas le moment. Et de prendre du recul un petit peu sur... et de se dire, c'est une super bonne idée, mais aujourd'hui, personne n'en veut. Vous voyez ? C'est dur. Et ça, c'est très dur, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même cerveau, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que la cogestion, souvent, est importante. Donc le fait de gérer des fonds à plusieurs, c'est souvent une bonne idée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents, ni la même sensibilité. Et je pense qu'il faut être... moi, c'est quelque chose que j'essaie de privilégier, évidemment, parce que c'est pas un bon gérant, c'est une somme
de plein de qualités qui sont rarement réunies dans la même personne. Ouais, complètement. Et voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça quelqu'un qui fait une bonne perf, une bonne année, c'est pas forcément un bon gérant, c'est une année où ses biais cognitifs correspondent à ce que veut le marché. Voilà, où ses convictions ont payé. Mais, Et ou des fois, mais même moi, je vais vous dire, là, ce qui est horrible en ce moment, c'est que les meilleurs performeurs, c'était les indices, et que manifestement, il suffit d'être un gars qui était vraiment très con, pouvait faire des magnifiques perfs en faisant ce que faisait tout le monde. Le gars le plus moutonnier de la Terre, ou la fille moutonnière, elle faisait cacheter tout ce qui montait, et de façon super méga concentrée, parce qu'on vous apprend en finance la théorie de la diversification du portefeuille. Depuis 3 ans, c'est des vraies conneries. Hein. D'ailleurs, quand on fait de la gestion privée, c'était aussi un problème aussi, parce que les clients viennent voir, disent oui, super votre fonds, mais moi j'ai du Nvidia, ça marche mieux. Hein. Oui, mais bon, jusqu'à quand? Parce que c'est un peu le sujet. Oui, mais ça, on regarde toujours ce qui s'est fait. Hein. C'est clair. Puis ça fait 3 ans qu'on dit ça aussi, accessoirement. Oui, accessoirement. Sauf que, sauf qu'il y a un moment où ça s'arrête. Donc, et on a quand même l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus de ce moment-là. Sans en être certain, mais tôt ou tard... Non, mais après, le problème de ces sociétés, hein, les GAFA, et les 7 magnifiques, c'est que la réalité, c'est que ça fait 3 ou 4 ans qu'elles n'ont jamais déçu, qu'elles n'ont jamais révisé en baisse. Et effectivement, mais les valos, il n'y a pas de problème de valorisation en vrai sur ces sociétés-là, parce que quand on compare aux vraies bulles de 2000 ou ce genre de choses, on est sur des multiples qui sont globalement 2 fois inférieurs, sur des sociétés qui sont infiniment plus rentables. Et d'ailleurs, même quand vous regardez le poids de l'investissement en rapport au PIB de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est très inférieur aux dernières révolutions industrielles. Donc en réalité, on n'est pas... quand on regarde la macro, les données macro et un peu longue période, on n'a pas de problème. Et en plus, le gros des investissements ont été faits sur cash flow. C'est des sociétés qui sont tellement extraordinairement rentables. C'est vrai. C'est qu'en fait, le grand perdant, c'était les rachats d'actions. Et moi, en tant qu'investisseur, je préfère qu'une boîte, elle investisse qu'elle rachète ses propres actions. Bien sûr. Donc en fait, non. Après, ça a un peu changé depuis quelques semaines. C'est pour ça aussi que le narratif du marché a un peu changé. Parce que Facebook, la dette aussi. Facebook a émis de la dette. Ils ont une partie qui est même pas dans le qui est du hors bilan. Donc on a un peu des trucs où tu as entre OpenAI et Nvidia, il y a aussi du je t'achète, tu m'achètes. Un espèce de cercle qui s'opère entre eux. Un peu de trucs qui n'étaient pas là il y a un an. Donc d'une certaine façon, il y a des choses qui rappellent au marché, des choses qui sont des annonces, des faits entre guillemets précurseurs et annonciateurs de lendemain plus complexes. Mais fondamentalement, que ce soit en termes de valo, en termes de cash flow, on n'est pas du tout sur une bulle en tant que telle comme on a pu connaître. Donc toi, par exemple, les PER de ces sociétés ne te choquent pas en termes de valo, ça te paraît pas délirant? Non, parce que la croissance, c'est lié à une croissance quand même. Je crois que les 7 magnifiques en 2026, je crois que c'est des croissances de BPA de plus de 15% encore. Si tu peux expliquer BPA juste de bénéfices par action. C'est-à-dire que les bénéfices attendus sur l'année prochaine sont encore en croissance à 2 chiffres assez largement en fait. Donc c'est des sociétés qui croissent significativement plus que le reste du marché. Donc le fait qu'il y ait même une prime n'est pas justifié. Puis c'est des sociétés qui sont aussi extraordinairement... Pour les gens comprennent bien, en fait, un niveau de multiple de valorisation d'une société, elle dépend de sa croissance. Et de ses cash flows futurs. Et de ses cash flows. On dit qu'une société, elle vaut la valeur actualisée de ses cash flows futurs. Et donc, ça dépend de la croissance et du niveau de marge. Et là, on est sur des sociétés qui sont infiniment... qui font plus de croissance que la moyenne et qui sont infiniment plus rentables. Donc, le fait qu'elles soient plus chères n'est absolument pas choquant, mais pas du tout même. Et là, on n'est pas sur des multiples idiots, comme on a pu connaître en 2000. Là, on est loin de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de... La bulle, elle est peut-être plus sur la partie non cotée. Donc, où là, il n'y a pas de... OpenAI ne sera pas rentable avant, ils le disent eux-mêmes, ils ne seront pas rentables avant 2030. Et c'est souvent... La bulle est souvent sur les plus petits, sur le private equity. Mais c'est un peu leur métier aussi, dans le venture, ce genre de choses, de tenter sur plusieurs sociétés. Et il suffit qu'il y en ait une qui marche de façon extraordinaire pour acheter le tout. Mais la bulle sur les marchés, non. Puis d'autant plus que c'est des sociétés qui sont en situation de quasi-monopole, en fait. Quand tu regardes Nvidia, c'est winner takes all, quelque part. Oui, mais après, je pense que ça ne durera pas non plus. C'est le risque. C'est-à-dire que
quand quelqu'un achète un microprocesseur, enfin un GPU ou un CPU, peu importe, on achète une capacité de calcul. Donc à la fin, ça sera toujours ramené à un dollar par calcul, par unité de calcul. Et aujourd'hui, il y a eu jusqu'à présent, c'était Nvidia avec ses solutions qui étaient qui étaient déjà la plus efficace aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'efficacité d'un modèle, c'est bien sûr plus de capacité de calcul, mais ça sera aussi de la meilleure donnée, ça sera aussi une architecture différente, et peut-être que les AMD, tous ces autres acteurs, même Intel, à un moment, auront des solutions qui seront aussi, peut-être pas aussi bonnes, mais en tout cas suffisamment bonnes pour justifier d'être une alternative, parce qu'il y a un effet prix. Et quand vous regardez quand vous regardez la croissance d'NVIDIA, il y a un vrai effet prix. Hein. Parce que quand la dernière publication, il vous dit j'ai tout vendu, c'est un bon vendeur, hein, le garçon. Il dit ouais, j'ai tout vendu, donc il n'y en a plus. Donc si vous en voulez, il faut payer. Quoi. L'effet prix, il a été massif chez NVIDIA. Et donc, l'histoire de la tech, là, j'invente rien, c'est que c'est déflationniste. Hein. C'est-à-dire que historiquement, ça a toujours été comme ça. Donc, croire que le nombre de calculs, le prix, le coût du calcul par dollar augmente, ça, c'est des bêtises. Il va faire que baisser, au contraire. Il va faire que baisser. Donc ça va se répercuter sur les prix. Quoi. Donc, moi, c'est le vrai sujet. C'est qu'à un moment, l'effet FOMO, il va s'arrêter. Et il y a un moment, les prix vont baisser. Donc, si tu as en même temps les prix qui baissent, la demande qui est saturée... Alors, quand vous parlez avec les spécialistes, ils vous disent que la demande, elle est vraiment loin d'être saturée. Mais une fois encore, la tech, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de voir à 6 mois, donc à 3 ans. Et c'est un peu les capex sur data center. C'est qu'en fait, on est quand même sur des capex de longue période qui mettront un peu de temps à être rentabilisés. Donc, c'est un pari sur le futur aussi. Et donc, c'est difficile de... je ne dirais pas qu'il y a des signes noirs, mais l'histoire de la technologie est aussi basée sur le fait que ce qu'on croyait gravé dans le marbre ne l'est pas. Forcément, Et par contre, les investissements aujourd'hui, ils sont massifs. Donc, puis après, pour quel usage, c'est rentabilisé comment, et ça, je dirais que c'est un peu le changement de narratif dans le marché. C'est qu'on ne s'est pas posé ces questions pendant des années, et maintenant, pendant des mois, et maintenant, on se les pose. Et en ce sens-là, il y aura un avant et un après. Au même titre que sur la défense, on s'est un peu posé le plan allemand, qui était un gros impact sur les valeurs mid-cap allemandes. Quand le chancelier nouvellement élu a expliqué l'Allemagne est en retard et va investir massivement dans l'infrastructure, dans la défense, dans l'énergie, dans plein de choses, il y a eu un boom. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais au bureau, il y a des valeurs des PME allemandes qu'on connaissait qui montaient 20%. C'est le problème des indices et des algos. C'est qu'à peine il avait fini son discours, il y avait des mid-cap allemandes qui étaient en hausse de 20%. Je me rappelle d'un gérant qui m'a dit c'est étonnant parce qu'ils font moins de 5% de leur chiffre d'affaires en Allemagne. Donc c'est un peu ce décalage-là. Entre guillemets, le gérant fondamental, il est parfois un peu pris de court par les réactions à court terme en disant mais non, c'est pas... C'est ce qu'on appelle le FOMO. Hein. Oui, c'est le FOMO. Et puis des fois, c'est les indices, c'est les algos, tout ça. Mais donc c'est pour ça qu'un bon gérant, un vrai bon gérant, il doit avoir capable d'être très analytique, de bien compter. Et puis des fois, juste avoir ce côté un peu animal, il faut y aller. Et donc, vous voyez, et c'est deux cerveaux complètement différents qui sont rarement... c'est très dur de combiner les deux. On peut pas avoir c'est dur d'être bon dans les deux, en fait. Donc, si quelqu'un qui nous écoute pense qu'il l'a, il me contacte, on l'embauche. On mettra l'adresse mail dans la Exactement. Et juste pour revenir dessus, fear of missing out, ça veut dire du coup c'est la peur de manquer une opportunité en fait pour l'expliquer aux spectateurs. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est de voir une thématique monter, voir des boîtes monter, voir le train passer, et se dire mais je peux pas le rater. Ce qui est souvent quand on a ce sentiment, c'est que c'est un peu tard, quoi. Parce que ce qui est la partie la plus difficile de ce métier, c'est-à-dire déjà quand vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire que
un gérant aujourd'hui qui est de plus en plus benchmarké, donc qui, est de plus en plus, qui lutte contre les indices, hein, il est heureux uniquement quand le fonds monte et quand il surperforme. Donc en fait, c'est pas tout le temps. C'est rarement même. Ça dépend. C'est assez rarement. Donc en fait, monsieur ou madame, si vous êtes marié ou en couple avec un gérant, en fait, sachez qu'il reviendra du boulot un jour sur 4 de bonne humeur. Non. Donc il y a cet aspect-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous pouvez, vous souffrez de ce que vous avez qui marche pas et vous souffrez de ce que vous avez pas qui marche. Ouais. Donc tu souffres beaucoup, quoi. Donc en fait, il faut vraiment, c'est un métier, il faut se remettre en cause constamment. Et dans le FOMO, oui, c'est une boîte où vous dites oh non, mais j'y crois pas, c'est trop cher, et puis vous voyez monter. Et ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement, et des fois, c'est juste une connerie. Ça monte, c'est des conneries. Enfin, il y a eu, je me rappelle, dans les années 2, au moment du Covid, il y a eu des sociétés qui ont monté de façon incroyable, poussées par la mode, parce que par les paniers, par les trucs. Et à un moment, ça s'arrête. Et puis là, le risque, le vrai risque en tant que gérant, c'est quand vous avez... Par exemple, quand vous avez raté quand vous avez par exemple, vous êtes coupé, je me suis dit, je suis trop malin, je me suis coupé avant que ça baisse. Et puis ça baisse. Tiens, c'est bon, j'ai bien fait de couper. Et puis, dites-moi, allez, j'y vais là, parce qu'à ce prix-là, je ne trouve pas que je le rate. Et puis, il y a un adage qui dit, on ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Exactement. Et c'est ça. Donc, le FOMO, c'est... En fait, le vrai sujet du gérant, c'est on croit que c'est ici, mais c'est beaucoup ici. C'est les tripes, en fait. C'est être capable d'assumer ses choix. Et donc, la gestion, c'est beaucoup de conviction et pas de certitude. La frontière, elle est parfois elle est ténue. Elle est très ténue. Et justement, c'est intéressant de poser cette question peut-être. Toi, comment tu fais pour savoir quand est-ce que tu es dans un sentiment qui pourrait s'apparenter à du FOMO? Sur quels critères tu te bases peut-être pour te dire attends, là c'est pas du FOMO, c'est justifié, ou à l'inverse ça l'est pas? Au-delà des tripes, il y a peut-être des critères. J'ai discuté avec les gens. Discuter essentiellement. Discuter avec les gens. Le risque comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire de vous retrouver qu'avec les gens qui sont d'accord avec vous. Donc, et ça vous aide pas. C'est du renforcement. Donc vous allez vous renforcer auprès des gens qui pensent comme vous. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est pas que c'est aucun intérêt, mais si, ça a aucun intérêt. Et moi, je vous dis, et en fait, moi j'ai rencontré des stratégistes en tant que gérant, j'aime bien rencontrer des stratégistes. Donc les stratégistes, c'est des gens qui vous expliquent leur scénario de marché, les secteurs à privilégier, est-ce qu'ils sont haussiers, baissiers sur le marché. Je me rappelle une fois en recevoir 2 de suite. Un qui était très acheteur et l'autre qui était très vendeur. Et d'avoir trouvé les 2 très bons. Ah oui. et je t'ai dit, je suis foutu après. Et voilà, et tu t'achètes le très acheteur, tu dis putain, je vais vendre ma maison chez des actions parce que vraiment, si je le fais pas, je suis trop con. Et après, un stratégiste qui était baissier dit waouh, merde, putain, heureusement que je l'ai pas fait parce que c'est une catastrophe. C'était il y a combien de temps? Je vais tout vendre. Je ne sais plus. Mais non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, globalement, vous avez un biais cognitif et vous trouvez toujours dans les marchés des raisons d'être super acheteur ou d'être super vendeur suivant vos biais. Et je peux vous montrer plein de graphes qui vous montreront qu'il y a une énorme bulle et d'autres qui vous montreront qu'il n'y a pas de bulle du tout. Vous voyez ? Et donc, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en réalité, il y a plein de gens qui ont des biais cognitifs dans un sens ou dans l'autre et qui se renforcent un peu en fonction des trucs. Donc, ce qui est intéressant, c'est ceux qui, justement, le gars qui est toujours en boule, qui devient bear. Sur les boîtes, c'est ça. Le gars qui pousse une boîte depuis 10 ans et puis qui passe à la vente. C'est ce genre de choses. C'est ce genre de signaux, les signaux faibles. Et c'est en ça que l'IA peut aider beaucoup aujourd'hui. C'est identifier les signaux faibles et comment on analyse ça. Et nous, aujourd'hui, on essaye, en tant que société de gestion, de travailler c'est là où l'IA peut nous aider, travailler sur les signaux faibles de marché. Et d'être capable d'analyser ça, le canari dans la mine, ou bien ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant et qui doit nous aider à se dire est-ce que c'est du FOMO ou est-ce que c'est juste l'occasion d'une vie et puis qu'on est trop con de ne pas l'avoir vu.
tous ces sujets-là. Mais et puis la différence qu'il y a entre les tendances long terme et le court terme, c'est un peu tout ça qui est parfois un peu difficile à arbitrer. Et là, donc là, sur l'IA, rappelez-vous, il y a eu la bulle Internet qui était il y a 25 ans. Et je crois que on disait que c'est Amazon. Je crois que le cours d'Amazon était passé de 110 € à 6 €. Enfin, de 110 $ à 6 $. Ouais. Donc la boîte, elle avait quasiment perdu 90%. Et là, il fallait y aller à ce moment-là. Il fallait le sentir. Il fallait avoir le courage d'y aller. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais sauf que quand tu l'achetais à 30, tu perdais encore beaucoup de sous. Parce que tu passais de 30 à 6. Donc en fait, c'est ça. C'est de se dire que l'acheter à 30 était l'occasion d'une vie. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était un couteau qui tombe, quoi. Mais là, tu pouvais mourir. Tu étais gérant, tu en achetais à 30 $ à l'époque. Tu étais un génie 10 ans plus tard. Ouais. Et tu étais un tricard 6 mois plus tard. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça baissait. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment cet aspect-là qui, quand on fait de la gestion fondamentale, est la plus compliquée. Ouais. Vraiment. Et c'est ça que, en tout cas, je sais que moi, en tant que gérant, c'est ce avec lequel j'ai le plus de mal. Ouais. Et puis, il y a aussi un sujet, c'est que toi, tu as un horizon d'investissement au sein de ton fonds qui est peut-être pas forcément celui de tes investisseurs, tu vois. Peut-être qu'eux, ils se disent, moi, je veux peut-être sortir dans 3-4 ans. Moi, j'ai une veille quotidienne. Donc, en réalité, j'ai envie de vous dire que moi, tous les jours, d'ailleurs, on va lancer un fonds fermé, justement pour avoir une gestion du passif plus simple. C'est-à-dire que nos investisseurs seront loqués pendant 5 ans, avec une possibilité de sortie partielle tous les ans. Mais donc avec une sécurité du passif qui fait qu'on pourra se permettre d'avoir des convictions à long terme, des convictions vraiment long terme. C'est en ce sens-là où le private equity a une chance, et qu'ils ont cette pérennité du passif et cet horizon qui permet de vraiment de se donner le temps de faire des choses. Quand vous avez une VL quotidienne, donc une liquidité quotidienne, j'ai envie de me dire que mes clients ont la même visibilité, donnent la visibilité d'attendre. Ouais. En vrai, mais c'est pas vrai, parce que notamment, ça dépend. Sur les small et mid cap, c'est des gens qui connaissent un peu plus, donc ils savent que c'est difficile de gérer, de juger un fonds à 3 mois. Oui. Dans les large caps, c'est simple. Il y a des gens, on sait qu'il y a des clients qui, si le fonds sous-performe pendant 3-6 mois, ils coupent. Ouais. Mais parce que c'est leur style. C'est ça le problème, en fait. C'est que toi, tu vas avoir un horizon d'investissement, tu pourrais avoir envie d'avoir une conviction sur une société et de t'y exposer. Mais tu sais que, par exemple, tu n'auras pas le temps de faire ce pari sur 10 ans. Par exemple, Amazon, quand tu disais qu'ils sont tombés à 30, 10 ans plus tard, c'est un coup de génie, mais il faut que tu sois là encore 10 ans plus tard. Et quand on surtout pas fermé, que tu sers, entre guillemets, que tu supportes le fait d'avoir acheté à 30 et que ça va ici, ou 5, 6... quelques mois plus tard. Ouais. Et ça, c'est très dur, effectivement. Ouais. Donc ouais, ça, c'est difficile à gérer. Et là-dessus, alors les gens il y en a qui utilisent l'analyse graphique, il y a plein de trucs. Tu crois, toi, à l'analyse graphique ? En fait, la réalité, c'est que c'est pas tellement si j'y crois ou j'y crois pas. Intellectuellement, tu dis que c'est de la connerie à l'état pur, sauf qu'en fait, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que du momentum. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une façon de... entre guillemets, d'analyser du sentiment de marché. Ouais. C'est une forme de sentiment de marché, et en tant que tel, c'est une information qu'un gérant n'a pas le droit d'ignorer. Ouais. C'est pas du fondamental, mais c'est une information qu'un gérant doit analyser. Mais au même titre, vous allez au casino, vous jouez à la roulette, vous avez des gens qui passent leur temps à noter les chiffres qui sont tombés, alors que si vous avez fait des maths, vous savez, en fait, statistiquement, en réalité, calcul de probabilité que vous faites en terminale, c'est remis à 0 à chaque fois. Le compteur est remis à 0 à chaque fois. La boule, elle est relancée. Donc, même si ça fait 8 fois rouge, ça change, la probabilité qu'il y ait rouge ou noir la fois d'après est strictement la même. Et les gens, ils notent. Et vous allez leur dire, je pense, c'est des conneries que vous faites. Ça sert à rien de noter, je peux vous le dire. Vous le faites pas. Vous serez mal reçu. Non, donc non, l'analyse, c'est la partie momentum. Ouais. Après, c'est ça qui est beau dans cette industrie aussi, c'est que des gens qui font de la perf peuvent la faire avec des méthodologies, mais fondamentalement différentes. Et à la fin, il n'y a que la perf long terme qui est un juge de paix. Et dans les small et mid cap, il y a des gérants qui sont capables de... Nous, on l'a. Sur notre fonds micro-small, on a plus de quasiment 11 ou 12% sur 10 ans, depuis la création du fonds de TRI net, de par an. Hein. Plus de 10% en tout cas à coup sûr. Et il y a d'autres sociétés de gestion qui arrivent aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça.
Oui. Et là, c'est sans levier. Donc, on ne peut pas être comparé au private equity parce que nous, on n'a pas de levier. On investit 100% de ce qu'on a, mais il n'y a pas la part liée à la dette que les fonds peuvent avoir, ce qui explique une partie de leur perf passée. Et il avait une liquidité quotidienne. Donc il y a cet aspect-là qui est... C'est incomparable, les deux. Les deux ne sont... Mais et une fois encore, en plus, je ne les oppose pas. C'est-à-dire que c'est deux façons d'investir totalement différentes. Ouais, bien sûr. Mais j'aime juste qu'on parle un peu plus du succès des boîtes, des fonds small et mid cap dans le temps, parce qu'en fait, en performance, c'est plutôt bien quand on veut bien regarder. Et je pense que le plus important, c'est que le timing ici, en ce moment, est bon. Et bon, après, je vous aurais dit ça il y a 1 an déjà. Mais il y a 1 an, j'avais raison, parce que 2025 a été une très bonne année. Donc je l'aurais dit il y a 2 ans. Et en 2024, c'était moins brillant. Ouais. Mais une fois encore, en 2024, fin 2023, je commençais à le dire, mais la valo était déjà pas chère. Ouais. Mais par contre, il n'y avait pas cette inflexion opérationnelle qu'on a aujourd'hui. Au moment où on parle, tu as combien de lignes en portefeuille de société en portefeuille, à peu près? Ça dépend des fonds. Après, il y a des gens qui gèrent de façon assez différente. Nous, sur les fonds small, micro, small, on aime bien, on est comptable à une soixantaine de lignes, avec des top 10 qui, chez nous, peuvent aux alentours de 30%. Ok, ouais. Plutôt bien diversifié quand même. C'est assez diversifié. Il y a des gérants qui sont beaucoup plus concentrés, par nature, et qui c'est leur mode de gestion, donc ils vendent de la gestion de conviction. On a toujours eu un peu cette idée de concentrer un peu moins. Après, nous, on n'a jamais été à court d'idées. On a des idées tout le temps. On espère plus souvent bonnes que pas bonnes. Mais non, en fait, on a c'est le fait d'avoir beaucoup de gérants. Ouais. Beaucoup de gérants et d'analystes qui parcourent l'Europe. Donc, le feedback et les idées, on en peut en avoir beaucoup. C'est ce que j'allais dire, parce que sur le marché des small et mid, dans ton secteur, il y a combien à peu près de sociétés? Et combien de sociétés tes analystes couvrent-ils aussi? On dit que le champ du possible en Europe, si on prend les small et mid cap européennes, qui peuvent rentrer dans les fonds, c'est large, c'est plusieurs centaines en fait, en réalité, largement. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au final, après, tu n'as limite pas assez d'analystes pour couvrir tout le marché, et tu es obligé de passer à côté de quelques belles boîtes, je pense. Donc, oui, mais par définition, tu passes ton temps à rater des trucs. Tu passes ton temps à rater des trucs, mais aujourd'hui, le Covid a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le Covid a digitalisé beaucoup. C'est-à-dire que tu as accès, il y a de plus en plus de visio. Donc avant, il fallait te déplacer pour voir les boîtes. Aujourd'hui, les visios font que c'est plus la peine. Oui. Donc tu peux gérer véritablement de façon... tu peux gérer de ton bureau. C'est possible d'accéder aux visios, conf call. C'est beaucoup plus organisé que ça ne l'était il y a 10 ans, très largement. Après, tu as plein de conférences qui te permettent d'organiser par les différents brokers à travers l'Europe, donc qui te permettent véritablement d'être en contact avec toutes ces sociétés-là. Tu as tout un écosystème de courtiers, donc de brokers, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui souffraient un peu de MiFID. Mais il y en a moins, mais il y en a quand même toujours, et certains spécialisés par zone géographique. Donc si vraiment tu veux tout connaître sur le marché italien, tu as le moyen de le faire. Sur le marché espagnol, idem. Ouais. Sur le marché scandinave, idem. Donc en fait, tu as moyen d'accéder aux gens qui savent. Et moi, il y a pas mal de gérants qui sont très critiques envers les brokers en disant qu'ils survendent et ainsi de suite. Moi, j'ai fait ce métier d'analyse financier au début de ma carrière que je respecte beaucoup et je continue à respecter beaucoup. Donc il y a beaucoup d'intelligence collective à aller chercher. Donc en fait, en réalité, l'accès à l'information, il existe. Il faut juste se donner l'envie de le faire. Et puis en plus, tu as l'IA aujourd'hui. Tu as accès à une information massive. Et l'IA, moi je sais que j'avais une conférence mercredi où j'ai vu 5 sociétés dans la journée. La veille, j'ai préparé mes rendez-vous en utilisant Anthropic. Ouais. J'ai demandé à Anthropic, je suis gérant de portefeuille, je rencontre demain le PDG de telle boîte. Fais-moi en 4 pages un brief des enjeux stratégiques, prépare les questions. C'était magnifiquement fait. Et le prompt, il faisait 3 lignes. Ouais, 3 lignes. Et j'avais tout dedans. Enfin, j'avais tout.
dis Oui. pas tout, mais Tu disons l'as que complété aussi, mais quelqu'un t'avais une bonne base. ça me donnait une base Mm. suffisante pour alimenter un entretien avec un CFO ou un PDG en relation investisseur d'une société cotée. J'avais suffisamment d'informations pour le faire. Ouais. Et donc aujourd'hui, les outils, le gérant augmente. Moi, mon projet en tant que, donc, vous le disiez, directeur général de Montpensier Bavel, c'est de donner à mes gérants le moyen de les augmenter, de faire d'eux des meilleurs gérants parce qu'ils ont un accès à l'information qui est meilleur et à des outils qui sont meilleurs aussi. Ça, c'est fondamental aujourd'hui et on n'a pas le choix parce que les petits copains le font et que c'est une course permanente. C'est une course permanente, donc je dois être capable de leur fournir ça. Donc c'est un enjeu depuis plusieurs mois. L'utilisation de la donnée, de l'IA est quelque chose qui, dans notre industrie, est fondamental. Ok. Et toi, pour un investisseur, évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais toi, selon toi, quel pourcentage de détention tu devrais allouer pour un particulier dans un portefeuille pour de la small cap et du mid cap? Ouais, c'est délicat comme question, mais en fait, tout dépend de la version au risque. Ouais. Pour un profil, on va dire équilibré, tu vois. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire les choses qui me donnent envie d'être. Les thématiques qui me plaisent aujourd'hui, t'as la santé. Moi, je pense que les progrès de la médecine, grâce à l'intelligence artificielle et à la tech en général, on n'a rien vu. Et encore plus en Europe, j'ai envie de dire. Non. En Europe, et non, ça c'est global, ça, Europe, Europe et US, mais ça fait vraiment partie des thématiques qu'il faut, à mon avis, privilégier dans une allocation, parce que je pense que la santé, en plus, c'est un peu plus défensif. Donc, dans les périodes un peu où l'économie est un peu flageolante et où on a envie un peu d'être un peu plus prudent, il y a des secteurs qui sont en croissance structurelle. La santé en fait partie. Donc, elle a souffert de Trump et des droits de douane et du fait que Trump avait une vision assez c'est la seule fois où il a inventé la France, parce que la France, c'est le pays où les médicaments étaient les moins chers. Et donc, c'est la seule fois où il a dit qu'il fallait faire comme les Français, donc vendre moins cher les médicaments. C'est rare. Donc, c'est rare. Donc, voilà, donc ça a créé beaucoup de stress dans l'industrie, mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a quand même beaucoup de visibilité. Il y a eu des énormes succès sur l'anti-obésité qui ont créé des performances boursières. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais sur des moments. Et je pense qu'aujourd'hui, dans plus diverses recherches, il y a notamment pas sur la découverte des médicaments, mais sur la capacité à dire que celui-là marchera. Et ainsi. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Le prix Nobel de chimie de 2024 a été donné à Demis Hassabis, qui est celui qui, en 2016, avec AlphaGo, avait battu le meilleur joueur du monde de Go. Donc, c'est le patron de Google IA. Il a eu le prix Nobel de chimie parce qu'avec AlphaFold, la filiale de Google, ils ont fait la représentation en 3 dimensions de 200 millions, je crois, de protéines. Donc, en fait, ils sont en train d'analyser le vivant et de représenter le vivant. Ça n'avait jamais été fait avant. C'est en open source. Donc, ça va vraiment aider à la compréhension des mécaniques qu'on supputait, encore qu'on ne voyait pas. Donc, ça, c'est pour le bien de la médecine et de l'humanité. Donc, ça, je pense et ça, c'était il y a quelques années. Il y a eu le Nobel, je crois qu'ils l'ont fait, AlphaFold, je ne sais plus quand est-ce qu'ils l'ont fait, mais au début des années 2022, je ne sais plus quand. Enfin, lui, il a eu le Nobel en 24, mais ça veut dire que les médicaments associés à ces découvertes, en tout cas aidés par ces découvertes-là, on ne les a pas vus encore. Oui. Et c'est bientôt. Donc, je pense que la santé, potentiel dans ce secteur-là, la santé, très clairement. Et donc ça, c'est en action. Hein. Moi, sur pareil, nous, dans une allocation équilibrée, on dit il faut aller 50%, 60% d'actions. Et au sein de ces 50-60%, si vous en avez 20% dans les small et mid cap, fait ce qui fait 10% de votre allocation globale européenne. Aujourd'hui, vu les valorisations, ça me paraît pas idiot. Ouais, c'est pas idiot. Ouais. C'est pas idiot. Moi, la santé, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Les thématiques structurelles comme ça, je pense qu'il faut y aller. Et tout ce qui est valeur de défense, tu penses que c'est passé? On a déjà pris... Alors, la défense a... Je crois que boursièrement, la défense a beaucoup monté en début d'année et moins après. Après, c'est un peu fait un plateau.
La défense, c'est de l'industrie. Et en fait, on a oublié un peu que c'est une industrie qui, avant que le marché s'emballe, après, à raison. Hein, il y a eu une déclaration en ce sens. Donc oui. Bon, c'est Trump qui a expliqué que si les Européens ne dépensaient pas 5% du PIB, ça se passerait mal et ainsi de suite. Mais puis la guerre en Ukraine qui n'en finit plus. Tout ça fait qu'effectivement, il y a eu ce qui se passe. Il y a eu un événement, enfin une somme d'événements qui fait que la croissance long terme de ce secteur a augmenté. Oui. Indiscutablement. Et donc, ce genre d'événement, financièrement parlant et mathématiquement parlant, fait que la valorisation de ce secteur augmente parce que ses perspectives long terme augmentent, donc les multiples augmentent. Donc ça, c'est cohérent, c'est logique. La seule chose, c'est la défense, c'était un secteur qui avant était peu populaire pour une raison simple, c'est que c'est de l'industrie, c'est des commandes qui sont, entre guillemets, ça marche souvent par grosses commandes, avec des clients, l'État, qui n'est pas forcément un client qui paye bien, qui est un bon payeur en termes de rapidité de paiement, qui est une industrie très normalisée, très centralisée, très conformisée. Et donc c'est pas une industrie qui est simple. Oui. Où les marges sont... On sait que les États ne roulent pas sur l'or, donc on peut douter du fait que les marges, elles explosent tout le temps. Donc il y a plein de raisons qui font que c'est une industrie qui... c'est pas du logiciel, quoi. Oui. Alors après, quand on va me dire qu'il y a de l'IA de partout, ça fait un peu peur, mais avec Endury, les genres de choses. Non, mais en fait, il y a eu un re-rating qui est cohérent, qui était logique. Donc ça fait partie des secteurs que quelqu'un doit aujourd'hui considérer dans ses investissements. Alors après, mais même les fonds article 9, aujourd'hui, le régulateur fait à peu près tout pour que ce soit possible aussi pour eux. Oui. Donc la défense fait partie des secteurs qui sont à regarder. Est-ce que c'est le secteur de 2026 ? Je ne suis pas sûr. Oui. Il y a une partie que ça a pas mal monté déjà. Il y a une partie du re-rating qui a eu lieu. On arrive sur un plateau, je pense. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais qui s'analyse. Il y a eu 2 ans magnifiques. C'est quelque chose qu'il faut regarder au cas par cas, mais croire que ça se répliquera à nouveau. Aujourd'hui, non, je pense pas, mais je peux me tromper. Mais c'est pas forcément. Je préfère être dans la santé. Je préfère le secteur dans la santé. Un autre secteur, c'est pas un secteur, mais c'est une thématique. Par exemple, le climat. Chez Montpensier avait créé un fonds sur le climat qui a très bien marché, qui ensuite a beaucoup souffert de la hausse des taux parce que c'était beaucoup de projets long terme. On dit à duration longue, donc avec de la rentabilité dans longtemps. Donc la hausse des taux a beaucoup impacté cette valorisation. La performance est bien meilleure en 2025. C'est souvent pas mal de valeurs de qualité qui ont souffert. Et moi, je serais un peu plus optimiste sur ce secteur-là, sur cette thématique-là, pour une raison simple, c'est que le fait de s'intéresser au climat, on l'a un peu oublié, et puis Trump n'a rien fait pour le mettre sur le devant de la scène parce que lui, il est climato-sceptique. Mais on voit à peu près statistiquement tous les ans que la température augmente, que si vous faites la fresque du climat, ce que je conseille à chacun de faire, c'est un peu effrayant quand on parle du permafrost, de tout ce qui est du réchauffement. Donc les maths... Donc ça sera un sujet de toute façon tôt ou tard. Aujourd'hui, le climat, c'est comme les retraites. En fait, on peut raconter n'importe quoi. À la fin, c'est des maths. Et les maths ne mentent pas. L'interprétation des chiffres... je veux dire, j'aime bien la métaphore avec la retraite, parce que c'est exactement ça. On remet le sujet à demain, mais tôt ou tard, ça nous tombera un peu sur la tête. Donc par contre, c'est comme vous posez la question sur il y a le gérant acheteur, il y a le gérant, enfin le stratégiste acheteur, le stratégiste vendeur, parce qu'il manipule. C'est pas qu'il manipule les chiffres, c'est qu'il utilise les chiffres dans un contexte, qui le sert. Et malheureusement, sur la retraite, c'était un peu ça, sauf qu'à la fin, c'est plus possible. Donc moi, je pense que la retraite, comme le climat, dans les 2 cas, les maths, quand vous regardez ça, ils sont sans appel. Donc je pense que le climat va redevenir une thématique d'importance parce que c'est d'intérêt général et qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Après,
faut réfléchir à... Il Oui, y a bien sûr. plein de façons De d'agir s'exposer, dessus. ouais. Et croire que pas prendre l'avion, c'est la solution est quelque Ouais. chose qui est un peu réducteur. Il y a plein de façons Ouais. d'être infiniment plus efficace sur le sujet. Je suis d'accord avec toi. Pour finir, parce que je vois l'heure qui tourne, tout à l'heure on a parlé de l'IA et tu sais du cercle de sociétés dans l'IA qui s'auto-alimentait en termes de flux. Ouais. Bon, ça s'apparente quand même un peu à un cercle vicieux. Est-ce que tu peux un petit peu revenir là-dessus, en tout cas nous donner ta conviction sur cette mécanique-là? Déjà, j'ai 2 convictions. La première, c'est que par rapport à l'IA, pour ceux qui nous écoutent, c'est que on sous-estime le changement de société que ça représente. C'est-à-dire que c'est plus qu'une révolution industrielle, ça va être une révolution sociétale aussi. Et moi, j'ai un garçon de 14 ans qui, dès qu'il se pose une question, va directement sur ChatGPT, pas sur Google. Donc pourquoi pas, sauf que comme vous le savez, les LLM sont entraînés sur des données qui ont été sélectionnées. Donc il y a des biais qui sont directement dans les biais des datas qu'on fournit au modèle. Et donc l'output, le résultat du modèle est le résultat en fait de données qui ont été triées. C'est effrayant de se dire que la vérité ne sortira pas de la bouche des enfants. En tout cas, la bouche des enfants va vous donner une vérité qui sera le fruit des données qu'on a sélectionnées pour leur soumettre plus tard. C'est pas aujourd'hui. Donc moi, je conseillerais à tout le monde de relire 1984 et de réfléchir par rapport à ce que c'est. Est-ce que c'est que le lavage de cerveau à long terme? Et ça, 1984 est le meilleur des mondes. Vous avez à peu près 2 outils, 2 livres qui vous aident à réfléchir qui vous donnent le sens critique pour réfléchir à demain. Donc pour moi, l'IA, c'est avant tout un problème de société, parce que ça va poser la question du travail. Parce que quand vous voyez Amazon qui licencie des dizaines de milliers de personnes, ce n'est que les débuts. Donc, et croire, mais je vous rappelle, moi qui suis fanatique de tech, rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre vous, qu'en 2000, on trouvait Internet tout naze parce que c'était lent. Avant la DSL, au début, c'était vraiment très lent. Donc, vous vouliez afficher une photo sur votre écran, vous aviez le il y avait le bruit et ça mettait 1 minute pour mettre la photo. Donc, c'était très déceptif. La blockchain, il y a plein de technologies où on dit c'est nul, ça marche pas, c'est machin. Et ça va toujours plus vite qu'on ne l'attend. Donc, dire que l'IA, c'est pourri parce que quand vous posez une question à ChatGPT, vous ne donne pas la bonne réponse. Déjà, reposez-la. Reposez-la. Puis aujourd'hui, je crois que c'est Gemini 3 qui a sorti son modèle Gemini, donc c'est Google qui est meilleur que ChatGPT, qui est meilleur que tout le monde. Donc les modèles sont en constante amélioration. Donc il y a un monde d'écart entre la question que vous posez, les réponses aujourd'hui par rapport à celle il y a 6 mois ou même il y a 3 mois. Donc là, en fait, l'esprit humain n'est pas fait pour concevoir l'exponentiel. Donc la croissance qui dépasse le linéaire, et on est un peu là-dedans. Il y a un moment, on aura un plateau, mais là, on n'y est pas. Donc, on est dans une révolution industrielle incroyable. Enfin, Bill Gates a dit que c'est la plus grande qu'il ait jamais vue. Et c'est Bill Gates. On peut écouter Bill Gates, qui, entre nous soit dit, est la société la plus extraordinaire de tous les temps, parce que ça fait... ils ont été leaders de la micro-informatique, ils ont été leaders d'Internet, pas tout de suite, mais ils sont devenus... Ils sont leaders technologiques depuis 30 ans ou 40 ans. On parle de Microsoft. On parle de Microsoft. Dans l'histoire du business, on n'a jamais vu ça. Donc oui, donc il y a cet aspect-là. Donc oui, parce que en fait, le fait que ça les boîtes s'alimentent entre elles, donc en fait, Nvidia achète fournissent des puces à OpenAI, donc en fait vendent ces puces à OpenAI, mais tout en prenant en fait, ils créent du chiffre d'affaires avec des gens qui ne le payent pas ou qui le payeront plus tard. Voilà. Donc oui, on peut dire que ça rappelle, il y a eu une vraie crise en 2000 entre les opérateurs télécoms et les équipementiers télécoms qui ressemblait un peu à ça, mais il y avait une vraie divergence de capacité de cash flow déjà entre les deux. Et comme je vous le disais, les boîtes pas rentables, il y a peut-être une bulle sur les boîtes pas rentables, comme OpenAI qui n'est pas rentable. Mais il y en pas forcément sur Nvidia. Mais il n'y en a pas sur les boîtes cotées. Non, parce que les multiples ne le sont pas. Par contre, le jour où on aura le sentiment que la croissance d'Nvidia ralentit, il y aura un de-rating. Je donne un exemple que tout le monde connaît. Si vous avez Free, Iliad, quand ils sont rentrés en bourse,
Ils sont rentrés en bourse en 2003, je crois. Ils ont eu une croissance ininterrompue d'abord sur Internet avec la pénétration naturelle de la DSL, puis de la fibre en France, puis après dans d'autres pays. Ensuite, il y a eu la pénétration du téléphone mobile avec leur forfait mobile. C'est une société qui, pendant des années, avait une croissance très forte. Et donc, qui dit croissance très forte, dit multiple élevé. Sauf qu'à un moment, tout ça a commencé à se tasser, que ce soit sur Internet et sur les mobiles. La croissance a commencé à décroître. Enfin, en tout cas, d'abord, on était moins fort en chiffres. Et puis, à vraiment devenir plus faible. Et mécaniquement, en bourse, il se passe un phénomène qui est horrible, qui s'appelle le de-rating. C'est-à-dire qu'avant, on acceptait de payer les résultats d'Ilia de 30 fois, puis 25 fois, puis 20 fois. Et ça s'accompagne systématiquement. La baisse de la croissance s'accompagne d'une baisse des multiples. C'est mathématique, c'est toujours comme ça. Et sauf, le seul problème, c'est que le marché ne vous dit pas dans un mois, je dis rate. Ouais. Et quand ça arrive, ça fait mal. Et en fait, on l'a vu sur le luxe, on l'a vu sur pas mal d'industries. Et le premier réflexe du gérant est de se dire, parce qu'à chaque fois, ça remontait, de dire, bon, putain, c'est une opportunité. Et non. Et quand c'est le début du de-rating, c'est là où ça peut vraiment vous faire mal. Parce que on l'a vu avec des équipementiers dans la santé comme Sartorius, post-Covid, parce qu'ils ont eu beaucoup de croissance avec le Covid pendant des années. Et ils sont beaucoup surstockés. Et il y a eu des agissements. Donc, en fait, il y a eu moins bonne croissance pendant 2-3 ans, fait que vous avez le double effet négatif de multiples, des résultats qui sont moins bons que prévus. Donc, imaginez, vous attendiez 100 de résultats et finalement, c'est plus que 175. Mais sauf que les 100, vous les payez 30 fois et vous arrivez à 75 que vous payez 20 fois. Regardez l'impact sur le cours de bourse. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc, il y a eu ça sur Ilia. Donc, c'était tellement énervé Xavier Niel qu'il est sorti de bourse. Et je ne dis pas que ça arrivera demain sur Nvidia, mais c'est des choses, c'est le risque avec ce genre de choses. C'est qu'à un moment, on se dit, la croissance, elle a baissé. Et donc, le multiple, il doit baisser aussi. Et donc là, quand ça arrive, vous avez un double effet mécanique qui est celui qui est frais. Mais la publication d'hier, de cette semaine, était très bonne, n'a pas déçu. Mais c'est juste qu'on se dit, c'est bon, on a de la visibilité sur 2026. Mais après, quid de 2027 Voilà, c'est toujours le même sujet, on reporte en réalité la question. Et la différence aujourd'hui par rapport à il y a quelques mois, c'est qu'avant, on s'en foutait, on était dans le mode véritablement, l'IA, c'est super. En tant qu'investisseur, là, on est rentré dans le mode qui en va en profiter, est-ce que ça va être rentable? D'où viennent les flux? Donc, en fait, on a changé de période. Par rapport à l'IA, on est juste passé de la période, comme je disais, FOMO, à la période, maintenant, montre-moi l'argent. Et ça, c'est pas la même chose. Ouais, mais quelque part, c'est une bonne chose aussi. Mais c'est toujours pareil. En fait, la réalité, c'est que c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps. Vous savez pas combien de temps ça dure, mais c'est tout le temps c'est tout le temps la même chose. On l'a eu pour Internet et on l'a eu pour pour à peu près tout. On l'a eu pour l'hydrogène à une époque. Oui, c'est vrai. On l'a tout le temps. C'est juste des phases de marché qui sont différentes. Et mais une fois encore, c'est décorrélé de l'intérêt industriel, voire, comme je disais, de l'usage. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire se dire, l'IA, c'est tellement transformant que c'est pas possible de pas en avoir dans un portefeuille. Si, parce qu'en fait, il y a un moment, si tout est dans le prix et qu'il y a trop dans le prix, c'est un risque d'en garder. Même si, opérationnellement, c'est magnifique. Ouais, ok. Bon, Sébastien, merci beaucoup en tout cas. C'est moi, merci beaucoup. C'était très intéressant. De votre côté, j'espère que l'épisode vous a plu. Si en tout cas l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Merci.